Bonjour à tous, ce mercredi 11 juin, on revient sur la destruction du portique Ecotax de Brech dans le Morbihan. Des pneus ont été brûlés au pied de la structure dans la nuit. Le portique a dû être démonté ce mercredi matin. Et puis, opération déminage à Camaret. De nombreuses mines de la Seconde Guerre mondiale sont toujours piégées dans le sable. Une opération a démarré ce mercredi pour retirer ces engins explosifs. Et à la fin de cette édition, on évoque un épisode méconnu de la Première Guerre mondiale. La destruction des bateaux de pêche par les sous-marins allemands. Une exposition se tient sur ce sujet au Conquet en ce moment. Merci à tous d'être avec nous et bienvenue dans ce journal. C'est le 10e portique Ecotax breton à être à terre dans la nuit. De mardi à mercredi, un feu a été allumé au pied du portique de Brech dans le Morbihan. Ce mercredi matin, la structure métallique a été démontée. La RN 165 a dû être coupée. Avec cette nouvelle destruction, il ne reste plus que 4 portiques Ecotax en Bretagne sur les 14 installés. Le point avec Céline Lestrat de TB Sud. Voici ce qu'il reste du portique Ecotax de Brech. Cette nuit, des pneus en feu ont été placés à sa base, ce qui a fragilisé la structure. Une dizaine de gendarmes et 3 véhicules de pompiers sont intervenus vers minuit. Une demi-heure plus tard, l'incendie était maîtrisé. La circulation a été immédiatement coupée et à 8 heures, les grues démontaient le portique. À l'heure de pointe, d'importants bouchons se sont formés, provoquant près de 8 km de ralentissement. La voie express a été coupée au niveau de Landaules et de Brech. La circulation a été rétablie à 11h40. Il n'y a pour le moment pas eu de revendication. Le portique d'Elvin est le dernier à tenir encore debout dans le Morbihan. Depuis le début du mouvement des bonnets rouges en octobre 2013, 2 portiques sont tombés dans le département. Et justement, les bonnets rouges appellent à une nouvelle mobilisation. Le 14 juin, ils prévoient des rassemblements devant les 18 préfectures et sous-préfectures de la région. Les bonnets rouges se mobilisent toujours pour la suppression de l'écotaxe et la réunification de la Bretagne historique. Dans le reste de l'actualité, grand ménage sur les plages de Camaret. La marine sonde le sable à la recherche de mines bondissantes de la Seconde Guerre mondiale. Des engins explosifs réapparus avec les tempêtes et qui ressemblent à de grosses boîtes de conserve. Guy Abalin a suivi le démarrage de ces opérations. C'est l'une des plus belles plages du Finistère, mais la plage de Pénatte à Camaret, comme beaucoup d'autres en France, cache dans ses entrailles d'encombrants souvenirs de la guerre 39-45 que les tempêtes font régulièrement remonter à la surface. Pour en éliminer le plus grand nombre, les démineurs de la Marine nationale viennent de lancer une campagne de dépollution, avec en particulier en ligne de mire des mines antipersonnelles dites bondissantes laissées ici par les Allemands pour empêcher un débarquement. La particularité de cette munition, c'est qu'elle ne ressemble pas à une munition, justement. Autant si vous trouvez un obus, une mine, ça ressemble à quelque chose de pas très catholique, que vous appelez les gendarmes, le cross, etc. Et eux, après, ils connaissent la démarche. Autant cette munition, de par sa particularité, parce qu'elle a toujours 450 grammes d'explosifs à l'intérieur et des billes en plomb, des shrapnel. Bien sûr qu'elle ne peut pas fonctionner nominalement, mais néanmoins l'explosif est là et il est toujours dangereux. Donc il faut les détruire. Déjà dans les années 80, plus de 350 mines de ce type avaient été détruites ici. Si avec le temps les détonateurs ne fonctionnent plus, les mines détériorées représentent toujours un danger. Souvent certains collectionneurs ou certains curieux sont attirés par cette mine qui, lorsqu'on la frotte, devient brillante puisque c'est du laiton. Et le fait de dévisser quelque chose va créer des forces de frottement. Et ces picrates, ces fameux acides picriques, sont extrêmement sensibles à la friction et peuvent détonner du fait de l'instabilité de cette munition. Et là, c'est très dangereux. 450 kg en atmosphérique, ça détruit tout dans un rayon de 10 mètres et surtout vous. Pour l'instant, seuls quelques croisillons anti-débarquement et des bouts de ferraille ont fait sonner le sonar. Vous connaissez certainement le défi brestois pour faire face à l'alcoolisme. Eh bien, sachez qu'il existe aussi le pari brestois pour arrêter de fumer. La 3e édition de cette opération se déroulera ce jeudi à Brest. La tabacologue Véronique Ledenmat nous en explique le principe au micro de Félix Noël. Alors, le pari brestois est venu de notre expérience de tabacologue, parce qu'on voit beaucoup de patients en consultation qui sont un peu effrayés à l'idée d'arrêter le tabac. Et quand on les revoit après une semaine ou 15 jours de sevrage, certains d'entre eux sont agréablement surpris et nous disent « Ah bah si j'avais su que c'était ça, j'aurais arrêté plus tôt ». Voilà.
Donc l'idée c'est de leur proposer une expérience de sevrage d'au moins 24 heures, 48 s'ils sont décidés à tenter davantage, en leur proposant un traitement par substitution nicotinique gratuite. Est-ce qu'on peut recommander l'usage de la cigarette électronique? C'est une autre question. Pour ma part, je pense que c'est un peu prématuré pour inciter nos patients à utiliser la cigarette électronique comme moyen de sevrage, parce qu'on n'a pas suffisamment de recul sur l'innocuité de ce dispositif, qui d'ailleurs n'est pas un médicament et qui n'a pas l'autorisation de mise sur le marché. On parle à présent d'un épisode très méconnu de la Première Guerre mondiale, l'attaque par les sous-marins allemands des bateaux de pêche dans l'Atlantique. Une exposition au Conquet revient sur l'histoire de ces marins pêcheurs. Elle est visible jusqu'au 22 juin. Goélette, canot ou encore chalutier, peu importe la taille, pour les sous-marins allemands, les fameux U-boats, il n'y avait aucune différence, car à partir de 1915, ils coulaient tous les bateaux de pêche qui croisaient sur la côte atlantique. Un moyen de réduire l'approvisionnement alimentaire de la population, une histoire restée pourtant méconnue. Deux passionnés de l'association aux marins ont tenté de retrouver toutes ces victimes. Une véritable enquête. Pour tous les bâtiments coulés par les sous-marins allemands, il y a un site U-boat qui répertorie tous les bâtiments de tous les pays du monde coulés pendant la guerre 14-18. Il a fallu qu'on regroupe avec des sites, qu'on recoupe aussi avec les services historiques de la défense, avec tous les registres, et aussi avec les archives départementales, municipales et locales. Et selon leurs premières recherches, près de 44 bateaux de pêche ont été canonnés durant la Première Guerre mondiale. 250 marins pêcheurs seraient morts. Face à ces attaques, plusieurs techniques de défense ont été développées. Des hydravions pour surveiller la mer, ou même des bateaux armés pour accompagner les embarcations et riposter. Mais les moyens humains étaient faibles. Il n'y avait pas de personnel pour armer les bateaux. On avait sur les bateaux des enfants qui avaient 10 ans, 12 ans. Sinon, c'était surtout des personnes âgées. Les forces vives, si vous voulez, elles étaient sur le front. Depuis près d'un an, l'association aux marins prépare cette exposition pour que cette histoire des marins pêcheurs ne soit pas oubliée. Les soldats morts dans les tranchées, dans les conditions cruelles que vous connaissez, a créé une émotion, une grande émotion dans le pays, et on ne vivait qu'à travers leur mémoire. Les marins pêcheurs ont été oubliés, bien sûr, plus que les autres. Parce que c'était des petites embarcations et que ça ne frappait pas l'imagination. Le 31 mai, une cérémonie d'hommage s'est tenue à la Pointe Saint-Mathieu pour que les oubliés des oubliés reprennent leur place dans l'histoire de la Grande Guerre. Sport à présent, et on prend de la hauteur puisqu'on part à la rencontre des meilleurs pilotes de planeur du monde. Ils sont rassemblés en ce moment sur l'aérodrome de Saint-Sulpice-des-Landes en Ille-et-Vilaine. Jusqu'à samedi, ils participent au championnat de France de vol à voile. Une étape qualificative pour les finales mondiales. Audrey Helleux et Lucille Cardonagil de TVRN 35 ont suivi la compétition. Après 3 jours de compétition, il était en tête du classement général et donc maillot jaune provisoire de cette étape. Christophe Ruch est pilote de ligne dans la vie, mais surtout passionné de vol à voile depuis ses 14 ans. Le planeur, c'est le pilotage pur. Voilà, si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui veulent débuter dans l'aéronautique, c'est de faire du modèle réduit et puis de faire du planeur ensuite, parce que c'est vraiment le pilotage à l'état pur. Voler à bord d'un planeur est unique en son genre. Sans moteur, le pilote ne dirige l'appareil qu'avec le manche et les pédales et en suivant les courants ascendants. Pour cette compétition, 19 pilotes sont en lice. Ils s'apprêtent à prendre le départ de cette régate des airs. 3, 2, 1, go! Have fun and safe. Les planeurs d'Ille-et-Vilaine accueillent le Grand Prix de France pour la 2e année consécutive. Il en existe seulement 6 autres dans le monde. Le vol à voile est une discipline dans laquelle la France excelle. Le championnat du monde de mai dernier a d'ailleurs sacré un Français. Ça a été une remportée de haute lutte, puisque c'était la dernière épreuve que notre Didier Haus, notre champion, a réussi à battre le Polonais qui était donné grand favori puisqu'il est déjà, je crois, il a plus de 6 titres de champion du monde. Mais nous l'avons battu et la fédération est très fière de Didier Haus, son champion du monde.
L'étape du jour a mené les pilotes jusqu'à Josselin dans le Morbihan, soit 250 km parcourus en moins de 3 heures. La vitesse moyenne des planeurs a flirté avec les 90 km/h, avec même une pointe de 250 km/h à l'arrivée. Plutôt satisfait parce que je finis 4e et je rentre dans les points, je marque 6 points, donc l'objectif est atteint. Comme en Formule 1, les pilotes arrivés parmi les 9 premiers recueillent des points pour le classement général. Christophe Ruge conforte ainsi sa place de leader du Grand Prix à mi-championnat. Un podium qui a eu lieu sous le regard fasciné des écoliers de Saint-Sulpice-des-Landes. Ces derniers en ont d'ailleurs profité pour faire signer des autographes aux champions de la discipline. Voilà, mademoiselle. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Excellente soirée sur TBO.